Bonjour et bienvenue dans ce 28e numéro de Méditerranée. Pour commencer, nous retrouvons Jean-François Coustillère à qui nous avons demandé de nous faire un point sur cette théorie des complots qui circule beaucoup, notamment dans les pays arabes. Alors la théorie du complot, effectivement, se rencontre très fréquemment dans les pays arabes et spécifiquement dans les pays arabo-musulmans du pourtour méditerranéen. D'où vient-elle? Elle vient évidemment d'un espèce de fantasme où les États-Unis gouverneraient tout ce qui se passe sur la planète, seraient les gendarmes du monde et imposeraient leurs solutions à l'ensemble du monde. Elle est née d'une analyse superficielle des événements de l'histoire plus ou moins récente. Il faut quand même souligner que on peut notamment citer l'exemple de l'intervention américaine en Irak. On peut quand même souligner que les Américains se trouvent très souvent en situation d'être accusés de vouloir diriger, commander, imposer leurs solutions au monde. Donc cette théorie du complot, si elle est excessive, malheureusement, se trouve facile à justifier par des attitudes maladroites, voire inacceptables, des États-Unis. Après, il y a la connivence entre États-Unis et Israël, qui fait que le package États-Unis-Israël est facile à montrer du doigt. Donc cette théorie du complot, même si le complot n'existe pas, sur le plan d'une volonté élargie de dominer le monde, ce complot est facile à montrer du doigt dans la mesure où les États-Unis, de façon très souvent totalement unilatérale, projettent des actions, souvent militaires, pour imposer leur vue. Est-ce qu'on peut réduire cette perception, lutter contre cette perception, notamment par des actions d'information, pour éviter que cette théorie du complot soit mise en avant comme justification des actions des mouvements terroristes transnationaux? Il y a différentes façons de voir la propagation d'informations. Si on veut dire par l'utilisation des informations la volonté de faire une contre-information inondant le monde arabe pour lutter contre cette assertion d'un complot, je crois que c'est illusoire. C'est illusoire à plusieurs titres. D'abord parce que les populations n'y seront pas réceptives, les populations arabes n'y seront pas réceptives. C'est une affaire qui est bien trop ancrée pour pouvoir lutter contre avec les moyens d'information. Il est difficile également de lutter contre les outils d'information que sont les radios arabes qui n'hésitent pas à défendre cette théorie du complot. Et je pense surtout que c'est difficile à mettre en œuvre parce que ça ressemble étrangement à de la propagande, chose que s'interdiraient des nations démocratiques. Il n'en reste pas moins que dans le domaine de l'information, il y a d'autres outils que l'information de type propagande. Il y a la lutte contre les autres outils qui distribuent cette information de complot. J'y vois beaucoup les télévisions, les stations de télévision arabes et surtout Internet. Alors, expédions d'abord les télévisions arabes. Les télévisions arabes, il conviendrait de pouvoir obtenir de celles-ci d'inviter des spécialistes qui, lors de débats, pourraient donner un point de vue autre que celui du complot, dans des débats, des échanges, des émissions de télévision contradictoires. Est-ce que ces stations y seraient disposées? Il n'est pas certain qu'ils s'y opposent. Toujours est-il qu'il faudrait essayer d'approcher ces stations pour proposer des personnalités
ayant une aura suffisante et une capacité à lutter contre l'opinion du complot. Et puis après, il y a Internet. Alors Internet, là je crois qu'il y a un énorme travail à faire. On peut largement s'opposer aux serveurs qui aujourd'hui font la promotion de l'idée de ce complot. Il faut absolument jouer aujourd'hui sur Internet. Internet, c'est très beau, c'est merveilleux, c'est l'information ouverte à tout le monde, c'est un outil sensationnel d'information, de culture, etc. Il n'arrive pas moins qu'aujourd'hui, Internet a atteint un tel degré d'absence de contrôle qu'on y trouve tout et le pire. Et là, je crois qu'il est légitime de s'investir dans une lutte contre tous les serveurs et organes qui diffusent sur Internet des idées qui nourrissent les réseaux terroristes transnationaux. Sans toutefois, bien évidemment, empêcher les gens de s'exprimer et développer des idées qui peuvent être différentes des vôtres. C'est là que l'affaire est délicate à peser. Mais ce que je suis en train de dire, ce n'est pas une découverte. J'apprenais ce matin qu'il y avait un rapprochement entre notre ministre de l'Intérieur, M. Cazeneuve, et les autorités américaines pour justement mettre en place les outils qui permettraient, en collaboration avec les Américains, de lutter contre, pas seulement l'idée de complot, mais tous ces systèmes et ces serveurs Internet qui permettent de nourrir les candidats au djihad, à l'action de combattants dans les réseaux terroristes transnationaux. Par conséquent, voilà ce que je crois possible en termes d'information pour réduire cette idée de complot, et je pense qu'aujourd'hui nos autorités en ont pris conscience et s'en occupent. Et maintenant, nous allons faire un grand bond en arrière avec l'histoire du grand Saint-Antoine. C'était en 1720. Et ça n'est pas resté favorablement dans les mémoires, ni dans l'histoire. Mais écoutez plutôt Gérard Loridon qui nous raconte l'histoire de ce fameux grand Saint-Antoine. Le grand Saint-Antoine, c'est le navire qui, revenant des Seychelles du Levant, c'est-à-dire le Liban, a rapporté dans ses cales, au milieu des ballots de soie, des rats porteurs du bacille de Yersin, c'est-à-dire la peste. Et ce grand Saint-Antoine a fait un passage dans le Var, à savoir qu'il est arrivé au Brusque, et il a mouillé un beau soir, il a mouillé au Brusque, derrière l'île, où il y avait certainement moins de sable que maintenant pour être à l'abri du vent. Et pourquoi est-ce qu'il a mouillé là? Eh bien, il faut remonter quand même un peu au départ. Il avait été armé par les échevins de Marseille, qu'il avait envoyé là-bas chercher de la soie, de façon à ce que le temps du retour était calculé, de façon à ce que la soie soit mise en vente à la grande foire de Beaucaire. Et il se passe que, ayant quitté donc le Levant, le Liban, il commence à avoir des malades à bord, des malades graves à tel point qu'on est obligé de les immerger en cours de route. On en immerge 1, 2, 3, plusieurs, et quand il arrive à l'escale de Livourne, on lui refuse la patente nette. La patente nette, qu'est-ce que c'est? C'est un certificat délivré par les autorités sanitaires des ports, certifiant que tout va bien à bord. Or, on lui refuse cette patente nette. Qu'est-ce que fait le capitaine, un nommé Château? Il arrive au Brusque, il se cache derrière l'île, il saute sur un cheval, et il va à Marseille voir ses amis les échevins. Et il leur dit, attendez, j'ai à bord quelque chose qui ne va pas du tout, j'ai peur que ce soit la peste, en tout cas, j'ai pas la patente nette. Donc, on va nous mettre en quarantaine, donc on va manquer la foire de Beaucaire. Qu'est-ce qu'ils font? Ils lui disent, tu retournes au Brusque, tu prends ton bateau, tu retournes à Livourne. Nous, on envoie un courrier express à cheval qui va griller les postes et tout, et quand tu arriveras à Livourne, on te donnera une patente nette. On va s'en occuper avec nos amis sur place. Et c'est ce qui s'est passé. Le grand Saint-Antoine est revenu avec une patente nette à Marseille, il n'a pas eu à faire la quarantaine, on a débarqué les ballots de soie, on a débarqué les rats porteurs du bacille de Yersin, et on a mis la peste en France, à toute la Provence pour commencer.
Nous retrouvons maintenant Marcel Barbero, notre biologiste écologiste, qui nous fait découvrir certaines plantes méridionales aux vertus inattendues, voire susceptibles de remplacer le Viagra, vous avez bien entendu. N'est-ce pas, Marcel Barbero? Ces plantes existent encore dans la nature provençale, par exemple, mais malheureusement, les citoyens qui sont souvent pressés, qui ont beaucoup d'activités, le monde a un peu changé, qui voyagent, n'ont plus le temps de préparer les potions correspondant à l'usage médicinal des plantes. Et l'on retrouve aujourd'hui pratiquement dans les rayons des pharmacies un certain, fabriqué notamment par la marque Julamine, un certain nombre de pilules qui sont issues uniquement du monde végétal. Alors je veux signer par exemple signaler les ailles sauvages cumulées à l'olivier, aux feuilles d'olivier des rejets sauvages, comme j'avais expliqué, pour traiter les problèmes d'hypertension. Il y a aussi la passiflore que l'on retrouve chez nous, qui est utilisée pour assurer des sommeils tranquilles. Il y a également la vigne rouge, qui est utilisée pour les problèmes de circulation sanguine, alors que les feuilles de vigne de nos vignobles étaient utilisées par les anciens pour les mêmes fonctions. Donc finalement, l'héritage de la connaissance des plantes a été transféré par des techniques plus modernes de traitement et d'extrait qui sont d'usage courant. Et on retrouve cela aussi bien dans le domaine des gélules vendues en pharmacie, mais également dans le domaine des médecines douces auxquelles certains sont particulièrement attachés. Mais je voudrais dire quand même qu'il ne faut pas négliger la chimiothérapie de synthèse qui a permis quand même à la médecine de faire de très nombreux progrès. Je ne veux pas paraître à travers ce que je viens de développer comme un homme du passé. Je suis un homme du présent, un homme de prospective. Je m'intéresse beaucoup aux nouveaux produits médicamenteux et j'étais moi-même à l'origine d'un certain nombre de médicaments avec mes étudiants, notamment sur l'oléoropéine pour les problèmes cardiologiques, notamment sur des substances érectiles, sur certains arbres tropicaux, notamment la yohimbine oudée, qui a lié les problèmes de sorcellerie et également le traitement en plein Congo chez les Noirs des maladies érectiles. Alors j'ai voulu voir ce qu'il y avait dans ces écorces que distribuaient les sorciers. Eh bien, à Marseille, on a pu déterminer une molécule active qui était la yohimbine, qui a permis de créer ce médicament qui est un précédent du Viagra, mais en traitement continu et qui n'a pas d'effet cardiologique majeur, bien qu'il ait des effets retardés. Voilà, je me permets de dire cela en raison de mon âge. Voilà, c'était le dernier numéro de Méditerranée. On vous souhaite une longue et bonne navigation. Bye bye.